Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les énergies renouvelables et la biodiversité. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui porte sur la biodiversité régionale et ses enjeux par rapport au développement des énergies renouvelables en région. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et le webinaire est enregistré. Merci de couper vos micros pour éviter toute interférence audio. Et le webinaire sera publié sur le portail de la biodiversité courant novembre. Donc, au cours de ce webinaire, nous aurons une première partie sur la biodiversité régionale et ses enjeux, un temps de pause quiz pour nous détendre avec 3 questions, et enfin une présentation par Yvonique Lesault de la DREAL Centre-Val de Loire. Donc, je suis moi-même Laetitia Roger-Perrier, à l'Agence régionale de la biodiversité, où j'anime l'Observatoire régional de la biodiversité. Je vais vous présenter la première partie de ce webinaire, après une courte présentation sur l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité a été créée en 2019. C'est un établissement public de coopération environnementale financé par la région et l'Office français de la biodiversité. Elle vise à apporter des solutions concrètes et cohérentes pour la biodiversité, répondant aux besoins de multiples acteurs, tant des collectivités que des élus, des chercheurs, le monde agricole, entreprises, associations, et répondant donc aux besoins et aux enjeux des territoires. Donc pour cela, l'agence porte 4 missions que vous voyez représentées dans les bulles ici. Observer la biodiversité et partager la connaissance dans le but de mieux connaître pour mieux protéger. C'est donc la mission de l'Observatoire. Sensibiliser et mobiliser, notamment représenté par le portail de la biodiversité. C'est un espace numérique collaboratif qui vous permet par 3 entrées de découvrir, comprendre et agir pour la biodiversité en région. Une mission d'accompagnement des acteurs et des territoires via l'équipe d'animation territoriale de l'agence qui appuie les collectivités, les entreprises, les syndicats de rivières, les agriculteurs aussi dans le cadre de la zone test agricole. Et enfin, animer le collectif. Donc l'agence étant composée de 22 structures membres sur une gouvernance partagée, représentant différents collèges, États, associations, usagers, secteurs économiques. Donc pour le sujet qui nous rejoint aujourd'hui, commençons déjà juste par un premier rappel sur qu'est-ce que la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est déjà donc des écosystèmes. En métropole, on en distingue 6 grands que vous avez représentés ici, les écosystèmes marins et côtiers, les écosystèmes de haute montagne, les écosystèmes agricoles, forestiers, urbains, et bien sûr les écosystèmes humides et continentaux et aquatiques continentaux. La biodiversité, ce sont aussi les espèces animales et végétales. On identifie à peu près, donc exactement 1,8 million d'espèces dans le monde sont identifiées. On estime qu'on n'est qu'à 10% de la connaissance par rapport au réel de ce que peuplent les espèces sur notre planète. Et enfin, la biodiversité, il ne faut pas oublier aussi que ce sont les gènes. C'est ce qui permet d'avoir cette diversité intraspécifique. Donc les gènes, par exemple, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs phénotypes. Vous avez là des illustrations avec les escargots, les coccinelles, mais bien sûr notre propre espèce, Homo sapiens, riche par sa diversité génétique, d'avoir des milliards de phénotypes différents à travers la planète. C'est cette diversité génétique qui apporte une résistance aussi spécifique sur des maladies, de manière générale, virus, microbes, et qui permet du coup des résistances au sein d'une espèce de certains individus, qui ensuite, pour les espèces végétales et animales notamment, permettront une meilleure sélection naturelle et résistance, résilience face aux aléas. La biodiversité, du coup, repose donc sur ces 3 piliers de milieu naturel, espèces végétales et animales, donc, et gènes, donc pour la diversité intraspécifique. Et ces 3 piliers sont liés les uns entre eux par des interactions qui permettent d'avoir un écosystème du coup fonctionnel. Là, vous avez l'illustration avec des cartes issues de la fresque de la biodiversité pour, par exemple, l'écosystème de Camargue. Vous avez ici à la fois des éléments qui composent le paysage de la Camargue et aussi des espèces qui vivent à l'intérieur de ces écosystèmes.
Si l'on représente les interactions qu'on peut avoir entre eux, pour en tout cas les plus génériques d'entre elles, vous avez donc la Camargue composée à la fois de roseaux, de berges et de digues. Et à l'intérieur des roselières, vous allez héberger des libellules, par exemple. À l'intérieur des berges et des digues, vous allez retrouver les écrevisses françaises. Vous allez retrouver des larves de batraciens et d'insectes tant dans les roseaux, les berges et les digues. Et ces insectes et ces différentes espèces animales vont aussi être liées entre elles par des relations de prédation. Les hérons et cigognes, par exemple, se nourrissant des écrevisses ou des larves euh, de batraciens, et les guêpiers se nourrissant, par exemple, des libellules. Puis intervient dans cet écosystème ce que l'on peut appeler un élément perturbateur, ici l'écrevisse de Louisiane. Cette écrevisse de Louisiane illustre le cas en fait, des espèces exotiques envahissantes. Si je vous représente un petit peu comment est-ce qu'elle vient perturber tout cela, eh bien, le principe même de cette espèce, lié à sa catégorisation en espèce exotique envahissante, est de proliférer et de se plaire dans le milieu dans lequel elle a été amenée par des activités humaines. Et comme elle prolifère, qu'elle se plaît, elle prend le dessus, tant en termes de prédation qu'en termes aussi de compétition par rapport au milieu, par rapport du coup à l'habitat, mais aussi parce qu'elle peut être vectrice de maladies sur les autres espèces locales. Donc Ouais, tant pis, hein. c'est le cas que nous avons ici. Par exemple, l'écrevisse de Louisiane se nourrit de larves de batraciens et d'insectes. Du fait de sa prolifération, elle diminue la quantité disponible du coup de ces insectes et de ces batraciens. Elle creuse dans les berges et les digues des galeries qui vont détériorer l'habitat et le rendre fragile. Elle joue sur les écrevisses françaises parce qu'elle est vectrice d'une maladie pour laquelle nos écrevisses sont sensibles. Euh, Finalement, elle profite simplement aux hérons et cigognes qui s'en nourrissent. Comme elle impacte aussi sur les roselières, qui est l'habitat des libellules, la population de ces dernières diminue également. Et les guêpiers se nourrissant des libellules, eux aussi s'en vont à être diminués. Donc là, c'est l'interaction, et vous voyez du coup la différence entre tout à l'heure ce que nous avions un écosystème dit fonctionnel, dit en bon état, et ici un écosystème du coup dysfonctionnel, déséquilibré par la présence de cette espèce exotique envahissante. Maintenant, parlons un peu de nous. Donc, nous, Homo sapiens, on l'a compris tout à l'heure, nous faisons partie d'espèces animales, donc nous sommes aussi la biodiversité. Et nous avons également, du coup, des interactions en lien avec les milieux naturels dans lesquels nous vivons. Nous utilisons les ressources naturelles pour nous nourrir, nous abriter, nous habiller, pour nous permettre également de bien vivre. C'est les fonctions désignées par la pollinisation, la régulation des cycles naturels, par exemple les courants marins qui vont nous faire nos anticyclones et notre météo, ou aussi nous évader, donc là le bien-être mental, par les sports de plein air, l'inspiration, la poésie, la peinture et autres. Ces catégories sont labellisées sous terme du coup de services écosystémiques. Vous avez les services dits matériels, les services de régulation et les services non matériels. De l'existence du coup de ces services ont pu être permis plusieurs activités. Agriculture, pêche, industrie, tourisme, urbanisation sont la façon dont l'espèce humaine a développé du coup sa vie, ses interactions avec les milieux naturels. Le problème, c'est les dérives de ces fameuses activités via l'intensification de chacune d'entre elles, qui du coup a mené à plusieurs conséquences telles que mondialisation, homogénéisation avec une perte de la diversité entre les espèces, donc ces fameux gènes qui, comme on l'a dit, nous permettaient des fois de résister et d'être plus résilients face à des attaques de virus, de microbes et autres. Une intensification et du coup une destruction là derrière des espaces naturels avec par exemple des surpêches, l'industrie qui amène aussi des pollutions via les transports, le tourisme de masse, l'urbanisation qui, elle aussi, concerne du coup des problématiques de tourisme de masse, de transport, de changement d'usage des sols. Et toutes ces conséquences sont identifiées comme provoquant 5 menaces majeures d'érosion de la biodiversité. Destruction des habitats, surexploitation des ressources naturelles, pollution, changement climatique et espèces exotiques envahissantes.
Elles sont représentées ici sur un même niveau car il n'y a pas vraiment de hiérarchisation à l'échelle planétaire possible. La, euh, la problématique des unes par rapport aux autres peut être plus forte selon le lieu où l'on se situe. Imaginez que par exemple en milieu insulaire, vous allez être plus fortement impacté par le changement climatique avec la montée des eaux et les espèces exotiques envahissantes, puisque vous êtes sur un endroit fermé. Si dans cet endroit intervient une espèce exotique envahissante, elle prolifère et vous avez la disparition de vos espèces locales. Nous, en Europe, nous sommes plutôt concernés par la destruction des habitats, les pollutions, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes et la surexploitation des ressources, je vais plutôt la caser en dernière, même si elle intervient en fait directement par toutes nos importations. C'est juste que nous avons une action dite plutôt indirecte sur la surexploitation des ressources, donc j'entends par là déforestation et surpêche, euh, car de par notre situation continentale européenne, on ne va pas être concerné directement par ces problématiques-là, mais elles sont liées via nos actions de consommation. Alors faisons maintenant un focus sur la région Centre-Val de Loire. Donc nous avons nous aussi une diversité de milieux. On en distingue également 6. On ajoute en fait les milieux souterrains et rocheux, par exemple aux écosystèmes que je vous ai cités tout à l'heure pour l'échelle planétaire. On retrouve les milieux forestiers, aquatiques et humides continentaux, les milieux agricoles et urbains, et nous avons aussi le milieu bocager. Nous avons une diversité d'espèces assez forte. Nous avons plus de 2000 papillons, 1600 plantes, près de 200 oiseaux, des libellules et demoiselles, donc près de 70 odonates, un grand nombre de poissons, d'amphibiens, de mollusques. Vous avez sur la droite de la diapositive l'illustration de cette richesse de paysages à l'échelle de la région, avec à la fois des bocages, des forêts, des gâtines, la Champagne plus agricole et bien sûr les 6 vallées qui traversent notre territoire. Alors passons maintenant aux enjeux régionaux justement liés à cette spécificité de notre territoire. En termes d'occupation des sols, nous sommes essentiellement une région agricole. Nous avons 50% de terres arables, donc c'est-à-dire de cultures annuelles. Et si l'on additionne toutes les cultures agricoles, nous arrivons à 2 tiers du territoire qui est occupé par les milieux agricoles. 27% du territoire par les forêts, à peu près 10% de surface dite artificialisée, et également donc une présence via, donc, on le disait, nos vallées et nos milieux humides du coup d'étangs, de mares, de cours d'eau, de prairies humides qui font à peu près 2% du territoire. Par rapport, vous voyez, à la France entière sur la barre juste à côté, on est essentiellement, comme on le disait, donc agricole pour un même niveau d'artificialisation par rapport à la moyenne nationale, hexagonale. Les milieux les plus menacés sont ces fameux 2%, donc qu'on a cités, représentés en fait par essentiellement les milieux humides. Près de 60% des milieux qui sont menacés sont des milieux humides. Vous le voyez là sur le graphique. Étangs, mares, cours d'eau, prairies humides, tourbières, marais et landes humides, à eux seuls, représentent 60% des milieux menacés. Ce sont pourtant les milieux qui vont nous rendre un grand nombre de services, car alimentation en eau potable, filtration des pollutions, microclimat, tout un tas d'espèces associées à ces milieux qui sont directement concernées par leur destruction et leur disparition, et dont nous sommes nous aussi du coup dépendants. En termes de consommation d'espace, c'est-à-dire de la dynamique liée à l'urbanisation des espaces naturels, mais aussi agricoles et forestiers, l'essentiel des consommations a pour destination l'habitat. Vous voyez, 2 tiers des destinations des aménagements en Centre-Val de Loire sont pour l'habitat. Puis après, vous avez 30% à destination du secteur d'activité, c'est-à-dire la construction de plateformes logistiques, de bureaux, de supermarchés, ce genre de choses. Donc, si l'on essaye de le transformer en un chiffre un peu clé, cela veut dire que vous avez près de 5, enfin un peu plus de 5 terrains de foot qui, chaque jour depuis 2009, donc depuis 15 ans, sont urbanisés, donc transformés, 5 surfaces équivalentes à des terrains de foot qui, chaque jour, sont transformés en un espace urbanisé.
et qui étaient jusque-là soit des espaces naturels, soit agricoles, soit forestiers. La destruction des habitats passe également par cette notion de fragmentation des territoires. Au-delà du changement d'usage des sols, vous avez aussi cette notion de couper le territoire. Donc, c'est-à-dire fragmenter les espaces, c'est freiner ou empêcher le déplacement des espèces. Vous l'imaginez assez facilement avec une route qui traverse une forêt, par exemple. Là, toute la faune sauvage que l'on connaît, cerfs, chevreuils, sangliers, qui croisent notre chemin justement sur les routes la nuit, eh bien, eux, en fait, ont besoin de se déplacer pour vivre. Ça fait partie de leur cycle naturel. Et donc, l'existence de cette route va freiner ou empêcher, entraînant la mort de l'espèce ou en tout cas du coup une diminution de sa population du fait de cette présence. Donc vous voyez sur notre territoire, 73% des obstacles au déplacement pour les espèces terrestres sont justement des routes, c'est le maillage routier. Pour les milieux aquatiques, on distingue un obstacle, enfin on dénombre, pardon, un obstacle tous les 2,4 km de cours d'eau. Donc là aussi, c'est assez conséquent pour la région. Les obstacles vont être des ouvrages de moins de 1 mètre ou jusqu'à 5 mètres de haut pour le centre Val-de-Loire. Si l'on aborde maintenant l'aspect pollution par rapport à notre territoire en centre Val-de-Loire, comment est-ce que l'on se positionne? Alors, vous le voyez, nous sommes plutôt en bon état pour les masses d'eau souterraines en termes de bon état chimique, puisque 59% d'entre elles sont en bon état chimique. Par contre, en ce qui concerne les masses d'eau superficielles, donc les plans d'eau et les cours d'eau, seulement 18% d'entre elles sont en bon état écologique, c'est-à-dire qu'elles sont à même de fournir un habitat propice au cycle de vie, à l'entièreté du cycle de vie des espèces animales et végétales qui en dépendent. Donc seulement 18% d'entre elles. En termes de pollution, par exemple de pollution de l'air, là c'est des données donc issues de l'Observatoire de l'IGER. Pour 2024, 4 normes sur 9 étaient dépassées en région. Donc pouvez le distinguer sur le petit diagramme, enfin le petit schéma d'illustration à droite de la diapositive. C'est les 4 normes dépassées concernent deux gaz, le diazote et le dioxyde d'azote. L'ozone, pardon, et le dioxyde d'azote, je vais y arriver. Et deux particules liées aux pollutions à la fois industrielles, routières, mais aussi liées à l'habitat et aux pollutions agricoles. Maintenant, comment sommes-nous sur notre territoire bien continental gênés par le changement climatique? Eh bien, vous avez pu tous constater les canicules que nous avons eues cet été. Et en effet, entre 2018 et 2040, on doit s'attendre à une augmentation de plus 33% du nombre de jours de canicule. 2 fois plus de surfaces forestières vulnérables aux incendies en région depuis les années 80. Donc ça, c'est une augmentation déjà constatée, déjà effective. Nous avons également des fortes pluies, donc l'intensification des phénomènes du coup d'inondation, puisque les fortes pluies vont se concentrer sur des périodes courtes, mais pouvant euh, survenir après des épisodes de sécheresse et du coup de canicule, et donc générer des inondations, des coulées de boue et des problèmes de saturation. Une personne sur 8 est exposée au risque inondation en Centre-Val de Loire. Et bien sûr, comme on le disait tout à l'heure avec les milieux humides particulièrement menacés, on a en plus cette évaporation de ces milieux-là. Les pertes de rendement agricole survenant via des gels tardifs ou à l'inverse des périodes trop chaudes au moment de la montée des graines. Et puis l'apparition d'éléments désagréables, dirons-nous, tels que termites, moustiques, tigres, mais aussi les périodes d'allergie plus fortes, puisque les pollens se retrouvent sur des périodes plus longues que ce que nous pouvions connaître par le passé. Là, je vous demande si vous êtes un peu joueur par rapport aux espèces exotiques envahissantes. J'ai caché volontairement le nombre de végétaux invasifs en région. Est-ce que vous sauriez dans le chat me mettre rapidement une estimation du nombre de végétaux invasifs pour le centre Val-de-Loire? Et puis pour ceux qui veulent jouer un peu plus, vous pouvez aussi me nommer les espèces que je vous ai représentées là en photo. Donc 3 espèces pour les végétaux et 3 espèces pour les animaux. Le chiffre de 39 animaux invasifs est un chiffre encore provisoire. Nous sommes plutôt sur une bonne quarantaine d'animaux invasifs en Centre-Val de Loire. La liste est finalisée d'ici peu de temps.
Alors, est-ce qu'il y a déjà il y a des réponses? Une trentaine, seulement 5, 41. Oula, on se rapproche, on frôle la perfection. En effet, on est sur 42 végétaux qui sont invasifs en Centre-Val de Loire. Vous avez là la représentation du Mahonia, qui n'est pas une espèce réglementée, donc que vous pouvez toujours trouver à l'achat. Donc vous voyez un peu la difficulté du coup de gérer ces espèces exotiques envahissantes quand on peut continuer de les introduire dans les milieux. Notamment pour les personnes qui en plus habitent par exemple en bordure de cours d'eau. Et là, on a une dissémination des graines qui est encore plus effrayante. La Jussie, le raisin d'Amérique. Pour les animaux invasifs, j'ai remis l'écrevisse de Louisiane qui illustrait notre propos introductif sur la Camargue, la bernache du Canada ou le raton laveur. Du coup, toutes les grandes causes là que nous avons vues, ces grands enjeux par rapport au centre Val de Loire, donc destruction des habitats, pollution, changement climatique, espèces exotiques envahissantes, amènent à ce constat de plusieurs espèces menacées en région. Vous le voyez, une quarantaine d'oiseaux nicheurs sont menacés. Pour information, la liste rouge des oiseaux nicheurs va être mise à jour prochainement. Donc là, nous sommes encore sur le chiffre de 2014. Parmi les dernières listes rouges régionales mises à jour, nous avons celle des odonates, qui a été mise à jour en 2022, et où le constat amène à 25% d'espèces menacées pour les libellules et les demoiselles en région, à relier directement avec donc la menace liée au milieu humide dont on parlait. Et pour les papillons de jour, la toute dernière mise à jour en décembre 2024, 32% des espèces de papillons de jour sont menacées en région. Vous avez là sur la droite de la diapositive une comparaison par rapport au territoire hexagonal. Vous avez depuis l'an 2000 66 espèces de papillons de jour qui ont disparu d'au moins un département. Et nous, l'équivalent pour le centre Val-de-Loire, c'est donc 27% des espèces de papillons de jour ont disparu d'au moins un département depuis l'an 2000. Donc ça fait 38 espèces non revues depuis l'an 2000 sur le centre Val-de-Loire. Alors, avant de passer du coup à la présentation d'Yvonique Le Sceau, je vous propose de nous faire un petit temps de pause de quiz que vous allez avoir dans le chat avec une invitation à répondre au poll. Et je vois après déjà des mains levées. Je t'en prie, Alan, prends la parole. C'est juste pour que tu me dises d'envoyer, Oui, tu peux envoyer je juste le obéis. quiz. C'est parti. Merci, Alan. J'en profite pour répondre que si donc le Mahonia est bien dans la liste des espèces exotiques végétales en région. Alors, vous avez une première question qui doit apparaître sur votre écran. Vous en avez en tout trois à répondre. Quelle part de responsabilité les activités humaines ont-elles dans le dérèglement climatique? Première question. Un choix entre quatre pourcentages différents. Quelle est notre part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui? La deuxième question, c'est quelle part des espèces végétales cultivées en Europe sont dépendantes des insectes pollinisateurs? Là aussi, nous avons trois questions. Trois propositions de réponse, pardon. Et enfin, la dernière question, quelle part donc des papillons de jour est menacée en région? Si vous avez tout suivi, c'était la dernière diapo que j'ai présentée, avec la dernière liste mise à jour en décembre 2024. Alors, vous êtes 42 participants, nous avons pour le moment 20 réponses. Ah, il y a un problème d'accès au questionnaire, tu as vu, Alan? Ouais, malheureusement, c'est vrai que c'est pas. On en a testé plein d'outils pour essayer de vous faire jouer et on n'a pas trouvé la solution parfaite. Et effectivement, c'est possible que ça s'affiche pas pour tout le monde. Ah, excusez-nous. Bon, vous les avez eus quand je les ai dictés à haute voix, mais vous ne pourrez pas participer du coup. Vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses. Bon, je pense que tous ceux qui souhaitaient répondre ont pu répondre. Alors, pour la première question, quelle part de responsabilité les activités humaines ont-elles dans le dérèglement climatique?
Eh bien, c'est bien 95% la bonne réponse. Vous êtes 57% à avoir bien répondu. 58%, il y a un petit, un petit dernier qui s'est ajouté, à avoir répondu. En effet, en gros, c'est entièrement de notre faute, on peut le dire, à 95% de notre fait. Quelle part des espèces végétales cultivées en Europe sont dépendantes des insectes pollinisateurs? Donc, que doit-on aux espèces sauvages pour nous nourrir? Eh bien, en effet, plus de 84% de notre alimentation est dépendante à l'existence de ces insectes pollinisateurs sauvages. Et enfin, vous avez bien écouté, bravo. La part des papillons de jour menacés en région est bien de 32% depuis la liste rouge régionale dernièrement mise à jour. Eh bien, merci pour votre participation. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir donner la main à Yvonique Le Sceau. Je regarde s'il y avait d'autres questions dans le chat. Donc non, c'est bon, j'ai répondu par rapport au Mahonia. Nous aurons un temps de questions après la présentation aussi d'Yvonique. Donc Yvonique prend la main pour pouvoir présenter les enjeux régionaux de conservation de la biodiversité et l'incidence par rapport au développement des énergies renouvelables. Et ensuite, nous avons un long temps de questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire en effet dans le chat et nous reviendrons dessus. Ensuite, on balayera l'ensemble. Et pour répondre tout de suite, la présentation en effet sera fournie sur le portail de la biodiversité courant novembre. Yvonique, Eh tu as la main. bien, ouais, merci Laetitia. Bonjour à tous. Voilà, Yvonique Le Sceau de l'ADREAL Centre Val-de-Loire, chargé de mission biodiversité et notamment référent pour tous les thématiques de biodiversité et énergie renouvelable, à savoir éolien et photovoltaïque au sol. Et je me contenterai de parler de ces deux sujets ce matin. Voilà. Donc, je vais d'abord revenir un petit peu, mais Laetitia en a pas mal parlé, donc je vais aller assez rapidement sur les grands enjeux de biodiversité régionaux, en zoomant essentiellement sur ceux qui peuvent entrer en conflit avec le développement des énergies renouvelables. Et ensuite, on zoomera sur justement quelques enjeux spécifiques liés à l'éolien, et notamment la faune volante, chauves-souris et oiseaux, et pour le photovoltaïque, avec l'enjeu de dégradation des milieux liées à l'installation de parcs photovoltaïques, soit sur des milieux herbacés ou sur des milieux arbustifs. Donc, le préambule peut-être aussi, c'est de fixer un petit peu ce qu'on a en énergie renouvelable à l'échelle de la région. Pour l'éolien, on a actuellement 705, enfin actuellement, fin 2024, 705 mâts raccordés, donc en exploitation, plus 265 mâts autorisés et tout un tas d'autres mâts en instruction. Pour le photovoltaïque, toujours fin 2024, on avait 69 parcs en exploitation et 91 autorisés. Donc là, sur la carte, en vert, ce sont les parcs raccordés, en bleu, les autorisés, et les gris, ce sont ceux qui sont en instruction. Donc on voit qu'il y a une hétérogénéité, hein, comme pour l'éolien d'ailleurs, hein, sur les zones d'implantation des énergies renouvelables en région. Et donc pour le photovoltaïque, au-delà du nombre de parcs, ce qui est aussi parlant, c'est la surface clôturée liée à ces installations qui, en comptant les parcs en instruction, qui ne seront pas forcément tous autorisés, représentent plus de 4000 hectares à l'heure actuelle en région centre. Les grands enjeux de biodiversité, comme disait Laetitia, voilà, on est une région continentale, on n'a pas de littoral, on a un relief peu marqué, on est une région de plaine. Ça joue aussi sur la diversité des espèces de faune et de flore qu'on peut avoir, et également sur l'utilisation du territoire, notamment pour les migrations, puisque du coup on n'a pas de secteur privilégié de migration du fait qu'on a une région qui est globalement plane. Une région très agricole. Donc, comme disait Laetitia tout à l'heure, à 9% de zones urbanisées ou artificialisées, presque 2/3 de milieux agricoles. Et puis, des grands massifs forestiers. Alors là, j'ai représenté les secteurs les plus forestiers de la région, mais c'est évidemment pas exhaustif, hein. La Sologne, l'ouest de la Touraine, le Pays Fort, l'Orléanais et puis le Perche. Un réseau hydrographique assez dense, avec notamment des grandes rivières, le bassin de la Loire et de l'Allier évidemment, et les grands affluents, le Cher, l'Indre, la Vienne,
la Creuse, etc., qui jouent un rôle aussi très important parce que ces secteurs-là sont des secteurs plus riches en biodiversité, aussi bien parce que les milieux sont variés que parce que c'est des zones de transit aussi bien pour les chauves-souris que pour les oiseaux notamment. Deux vastes zones humides en région centre, principales en tout cas, et notamment la Brenne, qui est aussi classée en site Ramsar au niveau international. Et puis d'autres secteurs de grande richesse, en plus de ceux que j'ai déjà cités, notamment les zones bocagères du Bois-Chaud Sud et de la Marche, et puis la vallée du Cher, et des affluents proches, en tout cas, dans le département du Cher, qui est le secteur calcicole, donc sur terrain calcaire, le plus riche en termes de biodiversité, de flore et de papillons notamment. Et donc, on n'a pas de couloir de migration privilégié en région centre. C'est pour ça aussi que cet enjeu-là est beaucoup plus diffus, notamment par rapport à l'implantation de l'éolien, par rapport aux zones de crête ou aux cols qu'on peut avoir dans le sud de la France, dans les Pyrénées notamment. Et donc, on a une faible couverture en espace protégé, qui représente donc une contrainte relativement faible pour le développement des énergies renouvelables. Moins de 1% d'espace en protection forte. Par contre, on a quand même un réseau Natura 2000 assez important, 17% du territoire. Et là, je vous ai représenté en rouge les SNIEF de type 1. Donc, c'est des zonages qui ne sont pas réglementaires, des zonages de connaissance. Mais en région centre, on a quand même un tissu de SNIEF assez important, mais de petite taille. Et on voit que le réseau de SNIEF est plus important dans les secteurs que je vous ai signalés tout à l'heure. La Brenne, le nord-ouest Touraine, le Pays Fort, la vallée du Cher. Je vais zoomer sur quelques milieux qui sont typiques de la région et qui ont un fort enjeu de biodiversité. D'abord, ce qu'on appelle les pelouses calcicoles, donc qui sont des secteurs herbacés plus ou moins dénudés, comme on voit sur la photo, liés à l'affleurement de roches calcaires. C'est des milieux vraiment relictuels en région centre qui sont les témoins d'une activité agro-pastorale passée et qui sont en fort déclin à cause principalement de l'embroussaillement et du boisement naturel de ces espaces-là, mais qui font aussi l'objet d'autres types de pressions, d'urbanisation de carrières et aussi parfois de parcs photovoltaïques. Donc, à chaque fois, je vous mets une carte avec les principaux secteurs de fort enjeu pour ces milieux-là, et puis les statuts de menace de ces habitats à l'échelle régionale, donc vulnérables, en danger ou en danger critique selon les différents types de pelouses qui existent. Et donc, elles abritent elles-mêmes un cortège très important d'espèces de faune et de flore elles-mêmes en danger, comme l'astéramelle en danger critique, donc une marguerite violette et jaune, le lin de France juste au-dessus en danger, ou beaucoup d'orchidées comme l'Epipactis brun rouge en danger également, et puis des papillons. Je ne citerai que l'ermite en haut, là, en danger critique d'extinction. Les seules stations de la région maintenant sont sur l'ancienne base aérienne de Châteaudun et c'est la seule station de la moitié nord de la France à l'heure actuelle. Les prairies en général sont menacées, mais particulièrement les prairies humides, parce qu'elles sont menacées par le changement d'affectation des sols, par le drainage, par les amendements, etc. Puisque les prairies les plus riches sont les prairies aussi les plus pauvres en termes d'éléments minéraux. C'est ce qu'on appelle des prairies oligotrophes, donc pauvres en éléments. Et donc, voilà, et c'est les plus rares aussi en région centre. Elles sont beaucoup liées aux systèmes alluviaux, mais pas que. Donc, voilà, dans le Pays Fort, la Puisaye, le Bois-Chaud Sud, on a un certain nombre de prairies humides. Et là encore, ça accueille un certain nombre d'espèces particulièrement rares, aussi bien toujours de flore et d'insectes, mais également d'oiseaux comme le courlis cendré, qui est une espèce en danger en termes de nicheurs en région centre. Et donc, ça, c'est l'infographie de l'Observatoire régional de la biodiversité, hein, qui montre que ces espaces de prairies sont en forte régression à l'échelle régionale et on voit particulièrement cette régression dans des régions comme le Perche ou la Sologne notamment, qui perdent vraiment énormément de surface de prairies sur ces 20 ou 30 dernières années. Et pourtant, comme je vous le disais, hein, il y a des enjeux très très forts
de conservation pour beaucoup d'espèces dans ces milieux. D'ailleurs, il existe un indicateur européen des papillons des prairies avec tout un tas de pays qui participent à cet indicateur avec 17 espèces suivies, à la fois des espèces très communes et des espèces un peu moins communes. Et l'indicateur est très, très clair, hein, 30% de déclin en 25 ans constaté sur ces 17 espèces. 8 de ces 17 espèces, y compris des espèces communes comme les cuivrés fuligéneux par exemple, sont en déclin, ou la mégère, voilà, à l'échelle nationale et européenne. Autre milieu en fort déclin aussi en région centre, c'est les landes sèches ou humides, avec 3 bastions pour ces milieux-là, la Sologne, le Nord-Ouest Touraine et la Brenne. Et on n'a pas d'indicateur très fiable, mais il est probable que plus des 3/4 des landes de la région centre ont disparu depuis l'après-guerre, depuis 1945, essentiellement par boisement. Et donc, c'est des milieux très spécifiques aussi pour les landes sèches, notamment aussi très thermophiles, donc qui accueillent beaucoup d'espèces de reptiles, comme ici le lézard des souches, qui fait l'objet d'un plan régional d'action pour sa conservation, ou des oiseaux comme la fauvette pitchou. Ces différents milieux c'est des zooms hein, sur des milieux vraiment très riches, mais l'ensemble des milieux ouverts ou semi-ouverts, semi-naturels en tout cas, sont à l'échelle régionale globalement menacés. Maintenant, on va zoomer sur certaines espèces ou certains milieux en lien avec le développement des énergies renouvelables, et on va commencer par l'éolien, en rappelant quelques impacts de l'éolien. Les impacts d'emprise restent limités en termes d'emprise au sol, même s'il ne faut pas négliger les socles d'éoliennes qui, malgré tout, représentent 60 à 100 camions toupies de béton coulés pour la plateforme. Le dérangement, notamment en phase travaux, mais qui est donc ponctuel et réversible, mais il peut exister pour certaines espèces qu'on appelle un effet épouvantail, c'est-à-dire un dérangement définitif par perte d'habitat, parce qu'en fait, les éoliennes deviennent, en tout cas la proximité des éoliennes deviennent un effet repoussoir pour certaines espèces. C'est plus ou moins documenté, notamment pour le vanneau huppé en période de reproduction. Et puis, ce qui est le plus connu, c'est la mortalité accidentelle par collision ou barotraumatisme, donc avec les pales. Et là, les espèces sont pas toutes avec la même sensibilité. Là, je vous ai illustré 2 exemples pour des rapaces. Les busards qui volent généralement au ras de la végétation, qui sont globalement peu sensibles à cette menace-là, sauf pendant les périodes nuptiales où ils volent à hauteur des pales, à l'inverse des milans ou des buses qui utilisent notamment les courants thermiques pour monter et qui volent régulièrement à hauteur des pales. Il se trouve que l'éolien est très réglementé et qu'il y a une obligation de suivi de la mortalité des parcs éoliens, donc tous les parcs installés. Et donc en région centre, on a maintenant collecté plus de 200 rapports de suivi sur 105 parcs différents, ce qui représente 643 éoliennes suivies à l'heure actuelle en région. C'est-à-dire plus de 90% des éoliennes de la région ont au moins fait l'objet d'une année de suivi. Et donc le bilan qu'on a à l'heure actuelle, à la fin 2024, toujours, c'est à peu près 1000 cadavres de chauves-souris récoltés, mais qui est très concentré sur très peu d'espèces, 95% sur 5 espèces. Et sur très peu de mois, les 2/3 des cadavres sont récoltés en août et en septembre. Pour les oiseaux, c'est beaucoup plus dispersé. On a 80 espèces concernées, 1700 cadavres, avec la plupart des espèces touchées sont des espèces communes qui sont pas menacées. Le faisan, les pigeons, les étourneaux, etc. Sont des espèces particulièrement régulièrement touchées par la collision. Mais on a une vigilance plus particulière sur les rapaces, y compris les rapaces jugés communs. Je donne en exemple le faucon cresserelle, où on a 151 cadavres collectés à l'heure actuelle en région. Et comme cette espèce subit aussi d'autres menaces, voilà, c'est des espèces à surveiller. Je vais zoomer sur des espèces vraiment
maintenant plus patrimoniale, fortement patrimoniale. L'Outarn canepetière, qui est une espèce de grande plaine agricole en mauvais état de conservation. Donc là, je vous ai mis les statuts à l'échelle régionale. Elle est en danger critique, à l'échelle française en danger et vulnérable en Europe. Elle fait l'objet d'un plan national d'action et donc elle est en limite d'aire de répartition en région centre. On a à l'heure actuelle un seul bastion vraiment solide, c'est la ZPS Site Natura 2000 Champaigne avec, selon les années, entre 25 et 35 malchanteurs. Sur l'autre ZPS de Chabris, on a quelques malchanteurs, mais pas de reproduction avérée depuis plusieurs années. Et puis on a des malchanteurs isolés, ponctuels, dans le sud de l'Eure-et-Loir et dans le Richelet. Donc on est vraiment sur une population relictuelle en déclin relativement continu et avec un effort important de conservation, notamment par la contractualisation de mesures agro-environnementales et climatiques sur les 2 sites Natura 2000 que j'ai cités. Cette espèce a une sensibilité avérée aux éléments verticaux, c'est une espèce vraiment de steppe, et donc aussi bien l'éolien que le photovoltaïque pourraient avoir un impact fort près des zones où l'espèce niche encore, et donc de perte de territoire, de désertion de ces territoires-là. Donc on est particulièrement vigilant. Aucune éolienne n'a été à l'heure actuelle installée dans les 2 ZPS de la région centre. Et donc, il existe aussi au niveau national une réflexion sur l'implantation à la fois de l'éolien et du photovoltaïque au sol par rapport à cet enjeu de l'outarde. Autre espèce particulièrement regardée, surveillée en région centre, la cigogne noire, qui a recolonisé la France depuis maintenant 50 ans. Le premier nid documenté en France était en Indre-et-Loire et c'était en 1973. Depuis, elle a recolonisé tous les départements de la région centre. Je vous ai mis une carte avec le nombre de couples estimés pour la région à l'heure actuelle. Donc, c'est une espèce qui est en danger critique aussi en région et en danger en France. Il y a un fort risque de dérangement de l'espèce. Elle est farouche. Par contre, a priori peu sensible aux collisions parce que quand on regarde les données européennes sur l'espèce, notamment en Allemagne, qui est quand même euh, très implanté en éolien et aussi avec une forte présence de cigognes noires, il y a très peu de cas de collision. Il se trouve que c'est une espèce aussi qui fait l'objet de beaucoup de contentieux juridiques sur les autorisations de parcs éoliens. Et à l'heure actuelle, la jurisprudence est constante sur le sujet. Tous les parcs autorisés à l'heure actuelle à une distance inférieure à 10 km d'un nid de cigogne noire documenté ont été annulés par le juge. Voilà. Et dans le rayon de 10 à 20 km, c'est vraiment variable en termes de jurisprudence. C'est une espèce qui est une espèce que j'appelle parapluie parce que son nid, elle le fait dans des vieux boisements, donc ça protège des forêts anciennes, le nid est souvent sur des vieux pins maritimes ou des vieux chênes. Mais toute son aire d'alimentation aussi fait l'objet de protection quand on empêche, par exemple, l'installation de milieux artificialisés dans les secteurs de nidification de l'espèce, puisqu'elle a besoin de tout un réseau de prairies humides, de mares, de cours d'eau, de petits chevelus, de ruisseaux, etc., pour son alimentation. Les rapaces diurnes, je vous disais, on a une vigilance particulière aussi sur ces espèces-là en région centre. Il y a 2 impacts potentiels pour ces espèces-là. Pour l'éolien, c'est perte de territoire et collision, et pour le photovoltaïque, c'est les pertes de territoire, désertion des lieux de chasse notamment. Une espèce pour laquelle on est très vigilant, c'est le pigargue à queue blanche qui fait aussi l'objet d'un plan national d'action. On a 2 couples en région centre à l'heure actuelle et c'est une espèce qui est documentée comme étant particulièrement sensible aux collisions avec l'éolien, notamment en Allemagne. On a dans les synthèses européennes 574 cadavres de pigargue à queue blanche documentés. Quand on sait la taille de la population européenne qui est quand même assez faible, l'impact est fort. Pour le balbuzard, où on est quand même une espèce emblématique de la région, où on a la majorité des couples nicheurs de France métropolitaine. Voilà, il y a une surveillance particulière. On a un seul cadavre en région à l'heure actuelle et elle semble quand même beaucoup moins sensible aux collisions que d'autres espèces.
Sur les busards, on a 3 espèces de busards et toutes les plaines agricoles de la région sont occupées par des busards et aussi par des éoliennes, donc on surveille ça de près. Euh, il semblerait pas que les espèces soient dérangées par la proximité des éoliennes pour la nidification, et que son vol généralement bas le préserve d'une mortalité importante. Néanmoins, on a 2 enjeux. Le fait que la mortalité est peut-être sous-estimée parce qu'on n'a pas assez de retours à l'échelle européenne des mortalités réelles, et un risque accru avec des nouveaux modèles d'éoliennes avec des pales qui descendent très bas. Et donc, quand on a des pales qui volent, enfin qui tournent à 20 mètres du sol, on peut avoir des risques accrus de mortalité sur ces espèces. À l'heure actuelle, on a 22 cadavres recensés en région centre dus aux collisions avec l'éolien. Pour finir sur l'éolien, je vais vous parler juste des chauves-souris et de notre espèce emblématique, la noctule commune. On est une des 2 régions avec la plus forte responsabilité pour cette espèce avec les Pays de la Loire en termes de colonies de reproduction. Et du coup, ça se ressent aussi dans les statistiques de mortalité, puisqu'on est la région où on a la plus forte proportion de noctules dans l'ensemble des cadavres recensés, avec 20% de noctules communes dans notre jeu de données. Par ailleurs, on a à la fois des colonies sédentaires en région centre, mais aussi tout un tas d'individus qui passent en migration en août-septembre. Et donc, ça a une sensibilité accrue sur 2 types de populations, la population sédentaire et la population migratrice. Et on a un fort travail de recherche des colonies à l'heure actuelle avec tout le réseau associatif naturaliste de la région pour trouver les colonies de la région et éventuellement s'en servir pour travailler avec la filière éolienne pour éviter les secteurs à plus forts enjeux, la proximité des colonies connues. Donc ça, c'est une carte des colonies connues à la fin 2024, sachant qu'en 2025, l'Eure-et-Loir va se rattraper puisque j'ai eu des échanges avec Eure-et-Loir Nature et cette année, en 2025, ils ont trouvé 10 colonies de noctules communes dans le département. Par ailleurs, on a aussi des indices de colonies qui sont pas encore trouvées mais qu'on doit chercher parce que là, cette année, on a eu aussi 2 cadavres de femelles de noctules gestantes trouvées au pied des éoliennes, donc ça veut dire qu'il y a des colonies toutes proches. Et puis je voulais juste faire un zoom sur l'agglomération Tourangelle, où il y a une forte densité de colonies qui cumulent plus de 500 individus, et puis une colonie qui est aussi très grosse dans l'Inde, qui est la plus grosse en termes d'effectifs à l'heure actuelle. Et donc pour les chauves-souris, il y a aussi une question sur les dynamiques de population. Autant, par exemple, les passereaux peuvent avoir plusieurs nichées par an avec des fois des nichées très importantes. Autant les chauves-souris font un petit par an. Et donc, ça peut jouer sur les dynamiques de population, ces impacts de collision. Une étude avait été faite en Suède, notamment sur la pipistrelle de Nathusius, qui montre que plus on augmentera le nombre d'éoliennes, et plus il y a un risque de décrochage des populations jusqu'à des seuils qui pourraient être dangereux pour une extinction locale de certaines espèces. On n'en est pas là en région centre, mais en tout cas, on a une vigilance particulière à avoir sur ces espèces qui font peu de jeunes. Et puis, il y a la question des pertes de territoire qui sont pas tranchées à l'heure actuelle par la bibliographie et toutes les études qui sortent. Mais effectivement, les espèces de vol bas qui suivent la végétation sont pas impactées par les collisions et pourraient aussi être impactées par perte de milieux de chasse ou de transit par effet repoussoir des éoliennes si elles sont trop proches des haies ou des lisières. Maintenant, je vais finir avec l'enjeu du photovoltaïque. Donc là, pour le coup, l'emprise au sol, l'artificialisation nette est faible puisqu'il y a peu d'emprise au sol, mais par contre, il y a une forte influence de la présence de panneaux sur la qualité des milieux. Je vais y revenir. Et donc, tout dépend de où on s'implante, évidemment. Et il faut pas négliger les impacts, j'ai mis entre guillemets temporaires, parce que c'est vrai que on a tendance à les négliger parce qu'on les considère comme temporaires puisque liés aux travaux, sauf qu'ils peuvent se ressentir longtemps dans la vie des sols et des végétations. C'est tout ce qui est tranché, tassement de sol en phase travaux,
qui peuvent avoir une influence assez longue sur la vie des sols et des végétations derrière. Une fois que le parc est implanté, les enjeux sont très liés au changement du microclimat local, notamment sous les panneaux, la répartition spatiale de l'eau. On voit bien sur cette photo, c'est une photo que j'ai prise sur un parc photovoltaïque l'année dernière en région centre. Les interstices entre les panneaux génèrent un peu de lumière et de la pluie, et du coup on a deux rangées de végétation autour de ça, et puis le sol est nu autour. Ça joue sur la température et les variations de température jour, nuit, été, hiver par rapport à une atmosphère normale entre panneaux, et puis sur la lumière évidemment. Donc ça génère des modifications sur les sols, notamment, comme je vous disais, la phase travaux qui se répercute longtemps après, et sur les communautés du sol, et évidemment sur les végétations. Sous les panneaux, on a des végétations plutôt de lisière ou de sous-bois presque des fois, souvent des végétations de milieux perturbés, nitrophiles, avec une richesse spécifique plus faible, une répartition de la flore qui est différente et beaucoup moins de floraison aussi sous les panneaux. On a moins de documentation sur la faune. Et donc évidemment, le sujet de où on s'implante est très important vu les effets potentiels des parcs photovoltaïques. Et donc quand on s'implante dans les milieux herbacés, notamment les prairies ou les pelouses calcicoles dont je vous parlais tout à l'heure, l'impact est d'autant plus important qu'on est sur des milieux anciens, très naturels, peu amendés. Voilà. Donc tous ces éléments-là joueront sur l'impact du parc photovoltaïque. Et ça dépend aussi de la matrice paysagère où on s'implante, puisque une prairie isolée sera probablement plus pauvre, notamment en insectes, qu'une matrice riche en prairies. Mais à l'inverse, si on détruit la dernière prairie du secteur, voilà, ça a un impact aussi à l'échelle locale différent. Et donc la nature du sol joue aussi sur la richesse des prairies. Les prairies sur sol calcaire sont beaucoup plus riches en espèces, par exemple. Alors, il y a beaucoup de parcs photovoltaïques qui s'implantent aussi sur des mosaïques de milieux à la fois arbustifs et herbacés. Et donc, là encore, les milieux arbustifs, il y en a qui ont un très faible intérêt, mais d'autres qui sont plus riches, comme je vous disais tout à l'heure, les landes. Tout dépend de l'état de conservation de ces milieux et de la mosaïque de milieux et du potentiel d'accueil pour la faune aussi. Je donne l'exemple ici de la fauvette pitchou, qu'on retrouve sur tout un tas de milieux arbustifs, mais en densité très variable en fonction de la qualité du milieu. Si on est sur des landes, notamment ici comme à gauche sur des landes de bruyères à balais et d'ajoncs, on peut avoir des densités importantes de fauvettes pitchou, jusqu'à 10 couples aux 10 hectares, alors que sur des fourrés très banalisées, soit on n'en aura pas du tout, soit on aura une densité très faible de fauvettes pitchou. Pour finir, sur les enjeux du photovoltaïque, il y a une volonté de la filière qui est tout à fait vertueuse d'aller sur des milieux perturbés, jugés artificialisés, et donc sur les anciennes carrières. Sauf qu'il se trouve qu'il y a aussi beaucoup d'anciennes carrières qui sont réhabilitées de manière écologique, ou qui recréent des milieux pionniers devenus rares en région et qui ont de forts enjeux de conservation de la biodiversité. D'ailleurs, comme je le mets ici, plus de 50 niefs de type 1 en région sont des anciennes carrières. Parce que il y a des milieux pionniers très secs, soit sur sol sableux, soit sur sol calcaire, des habitats aquatiques ou humides, là aussi pionniers de dépression, de mares, de végétation amphibie, et des habitats rocheux, front de taille, qui peuvent être intéressants, front sableux pour l'hirondelle de rivage ou le guépier, ou front de roche dure pour le corbeau, le grand corbeau ou le faucon pèlerin, par exemple. Et un exemple de cas réel, de SNIEF qui avait été validé à l'échelle régionale sur une ancienne carrière dans le Cher, avec donc une grande diversité d'espèces de faune et de flore. Alors, entre-temps, un porteur de projet nous avait contacté parce qu'ils avaient fait un état initial sur ce secteur-là pour un projet de parc photovoltaïque, mais la SNIEF n'avait pas été validée au niveau national, donc du coup, elle n'existait pas
encore en termes officiels, il était juste validé au niveau régional. Donc ils y allaient en toute bonne foi sans savoir qu'il y avait un zonage qui avait été validé sur ce site, mais ils avaient vu que c'était très riche. Et donc, suite à une réunion qu'on a eue avec eux, ils ont abandonné le projet de parc photovoltaïque sur ce secteur-là. Et le fait que ce soit en ZIF avait été un argument aussi assez important pour eux pour abandonner l'idée, quoi. Et c'est ma dernière diapo. Une étude récente que je trouve intéressante, d'autant qu'on a aussi un plan de restauration nationale des pollinisateurs et que dans le règlement européen de restauration de la nature, il y a aussi des éléments spécifiques sur les pollinisateurs, d'en tenir compte aussi dans les projets de parcs photovoltaïques. Cette étude, qui est retrouvable facilement sur Internet, montre que la modification de la composition végétale dont je vous parlais et la diminution du nombre de tiges fleuries a des conséquences sur les pollinisateurs puisque ça diminue la quantité et la diversité de pollinisateurs sur les parcs photovoltaïques et principalement sous les panneaux. Et ça diminue aussi le nombre d'interactions entre le plante et les insectes. Donc là, je vous ai mis 3 graphiques de cette publication qui montrent que hors panneau, c'est les deux premières colonnes, on a à la fois en abondance de pollinisateurs, en diversité et en interaction, voilà des choses assez importantes et que c'est déjà moins important dans les interrangs et alors beaucoup plus faible sous les panneaux, quoi. Voilà. Et donc avec 2 modalités qui avaient été étudiées dans cette étude qui avait été faite dans le sud de la France, Nouvelle-Aquitaine et PACA, où on voit que la modalité d'entretien des parcs photovoltaïques par pâturage, qui est en gris foncé, est plus défavorable aussi aux pollinisateurs que la modalité fauche. Voilà, je me tais. Et je laisse la place aux questions. Merci. Alors juste peut-être avant les questions, je finirai simplement par vous partager quelques ressources et ensuite on entamera donc justement le temps des questions. Donc quelques ressources pour aller un peu plus loin sur le portail de la biodiversité. Vous avez des dossiers thématiques liés notamment aux santé, climat et leur interaction avec la biodiversité. Les publications qui ont pu vous être montrées pour la partie observatoire, mais également pour finir pour avoir une note un peu de quoi faire et comment faire pour corriger tout ça, des pages sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, des idées d'action, des idées pour adapter son espace extérieur chez soi aux impacts du changement climatique, accueillir la biodiversité dans le bâti ou contribuer aux sciences participatives pour mieux connaître. Je vous rappelle aussi le rendez-vous du 3 novembre pour le séminaire dédié aux énergies renouvelables et à la biodiversité à Olivet. Vous avez dû recevoir dans vos boîtes mail la dernière relance d'invitation et donc le dernier jour pour s'inscrire au séminaire est aujourd'hui. Et maintenant, faisons place aux questions. Je crois que dans le chat, il y en a déjà eu pour toi, Yvonique. Une première question, si je ne m'abuse, par rapport aux chiffres annuels que que tu avais fournis sur les données, les 105 parcs différents d'éoliennes, avec le bilan fin 2024 des 1000 cadavres de chauves-souris, des 11 espèces concernées, des 80 espèces concernées pour les oiseaux. Est-ce que c'était sur l'année 2024 que on avait 1000 cadavres de chauves-souris et X cadavres d'oiseaux, ou est-ce que c'est depuis qu'on a des parcs éoliens Oui, c'est depuis qu'on fait des suivis standardisés sur les parcs, donc c'est-à-dire pour certains parcs depuis 2015, mais pour la plupart des parcs, c'est surtout depuis 2018. Donc en fait, là, on a un jeu de données sur 200 rapports de suivi. Certains parcs sont suivis tous les 10 ans, certains parcs sont suivis tous les ans. C'est en fonction des enjeux. Et donc du coup, là, c'est pas les 1000 cadavres, c'est depuis qu'on a des suivis, donc c'est sur 200 rapports de suivi. Donc en gros, voilà, enfin, ça fait au moins 6 années de suivi intense depuis 2018, plus ponctuellement d'autres suivis plus anciens, quoi. Super, Et merci. j'en profite pour dire que on a sur notre site internet de l'Adréal, on a l'ensemble de ces données de synthèse qui sont accessibles, ainsi que tous les rapports de suivi
pour ceux qui veulent creuser le sujet. Voilà. Et on fournira sur la page justement de retour sur le webinaire là quand on publiera tout ça courant novembre. On fournira du coup sur la page ces éléments, notamment aussi vers la dernière étude que tu as citée sur les pollinisateurs et du coup sur tous ces éléments de suivi. Juste être un peu patient pour le mois de novembre, c'est tout. D'autres questions sur un semis serait-il pertinent après installation de panneaux photovoltaïques pour tenter de reconstituer un milieu type prairial, donc notamment sous panneaux et interpanneaux? Alors, c'est déjà le cas dans certains parcs, parce qu'en fait, là, j'ai zoomé sur l'impact qu'on peut avoir sur les prairies, mais on peut aussi avoir pas mal de parcs photovoltaïques qui sont implantés sur des friches herbacées beaucoup moins riches ou sur des fois des sols assez dégradés. Et donc, du coup, une fois que les travaux sont terminés, il y a des travaux de décompactage qui peuvent avoir lieu et des semis derrière d'espèces prairiales. On n'a pas de retour sur la qualité des milieux derrière. On n'aura pas de toute façon des belles prairies du fait des changements microclimatiques, de lumière, de pluviométrie, etc. Mais ça peut effectivement réduire l'impact final en favorisant la réinstallation d'espèces d'un cortège, en tout cas plus typique de prairies. Ouais. Une autre question qui est apparue au moment où tu parlais de la vigilance à avoir sur les projets menés sur les anciennes carrières. Donc du coup, une personne qui demande s'il n'y a donc aucun effet positif. Donc j'imagine, quand tu citais la volonté de la filière d'aller des fois sur des milieux perturbés, et donc au-delà du coup de la vigilance à avoir sur les anciennes carrières qui en fait sont des milieux dont il faut faire attention, est-ce qu'il y a des effets positifs pour, j'imagine, d'autres milieux perturbés? Si vous voulez Alors, préciser votre question, n'hésitez pas, mais je crois que oui, c'est comme ça que je la comprends du coup. effectivement, on a aussi beaucoup de parcs sur des sites industriels très dégradés ou sur des anciennes décharges euh, qui sont refermées et revégétalisées. Effectivement, là, en fonction on n'a pas de retour hein, pour l'instant parce que on n'a pas de suivi standardisé sur les parcs photovoltaïques, mais effectivement, le fait d'avoir une gestion ensuite par fauche ou pâturage extensif sur ces secteurs-là pourrait ramener une certaine naturalité, en tout cas un peu plus qu'au départ. Après, on n'obtiendra encore une fois pas des milieux d'une grande naturalité, mais ça peut être un plus par rapport à l'élément de départ. Ouais. Euh, Merci. Après, on avait un commentaire par rapport à la base aérienne de Châteaudun où se trouvait un papillon rare. Oui, La oui. terre est détruite sous les panneaux photovoltaïques. Les buissons ont été détruits. Je suppose que la partie en protection est impactée de manière significative. Est-ce que Alors non, tu... le parc photovoltaïque a été installé sur la base aérienne de Châteaudun et était en dehors des secteurs du papillon hermite. Et donc, il y a un arrêté de protection d'habitat naturel, un APHN, qui a été pris sur la base aérienne, environ sur 150 hectares de la base aérienne, qui comprend l'ensemble des secteurs de l'hermite et toutes les zones de pelouse calcicole rase les plus intéressantes. Et le parc photovoltaïque, lui, s'est implanté dans des secteurs qui avaient été fléchés comme d'intérêt beaucoup plus modéré. Et donc, il faudra suivre effectivement l'impact de l'installation de ce parc sur la végétation qui se réimplante dans le parc et en périphérie, voir s'il y a des impacts indirects. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout joué sur les milieux favorables à l'hermite. Après, nous avons un autre commentaire par rapport au photovoltaïque sur un rapport produit par le Césaire, notamment réalisé avec les services recherche et développement de EDF, qui expliquait les enjeux ambitieux établis dans le SRADET. Et du coup, comme quoi, donc, par rapport à ces enjeux, cela pouvait être répondu sans problème en installant donc, ces PV sur des zones déjà artificialisées.
parking, zone de stockage, toiture, sans avoir besoin de prendre sur de nouvelles terres, qu'elles soient agricoles ou non. On mettra aussi le lien du coup vers le rapport, je me le note, du Césaire dans la page de retour sur le webinaire. Merci pour ce commentaire. A-t-on des études sur la modification de la composition des sols et de la faune du sol sous les panneaux? Oui, ça, je pourrais vous envoyer un lien, enfin, sous réserve que la publication soit publique, mais il y a eu un travail qui a été fait euh, dans le sud de la France. Alors, on n'a pas ça en région centre à l'heure actuelle, mais effectivement, sur les sols, tous les éléments que je vous ai mis dans le diaporama étaient issus de cette thèse-là, avec l'Université d'Aix-Marseille, où effectivement, il y a eu deux axes d'études qui ont été menés sur les sols, leur structure, leur composition et la mésofaune du sol, et une sur les végétations, deuxième axe sur la végétation, et donc ça fait l'objet d'une thèse qui est assez intéressante effectivement. Donc si l'étude est publique, on pourra vous envoyer le lien. En tout cas, moi c'est la principale que je connaisse sur le sujet. Il doit y en avoir d'autres, mais voilà. Super. Une autre question. Quel est le pourcentage de l'énergie produite par les ENR en région Centre-Val de Loire par rapport à l'énergie des centrales nucléaires en Centre-Val de Loire? Alors là-dessus, il me semble qu'on est à 90% fourni en électricité par les ENR en Centre-Val de Loire parce qu'on est l'un des plus gros parcs nationaux après l'Auvergne-Rhône-Alpes avec nos 2 centrales en région. Donc nous sommes pour l'électricité essentiellement nucléaire en Centre-Val de Loire, si ça répond à la question. Et Alan, toi qui as lu d'autres choses là-dessus, si tu veux, si tu veux répondre, n'hésite pas. Ouais, sympa, sympa. Non, non, enfin, moi je vais plutôt, et je suis en train d'essayer de retrouver le lien, vous renvoyer pour toutes ces questions de répartition sur les chiffres régionaux, parce qu'en fait ça dépend beaucoup des petites lignes, entre guillemets, des questions. Donc effectivement, il y a 82 qui sort, mais en fait, c'est pas si facile que ça de déterminer d'où vient l'énergie, parce que l'énergie, elle est pas, enfin, elle peut être très bien produite dans une autre région et arriver jusque chez nous, parce que le réseau est ouvert. Donc voilà, après c'est par rapport à des objectifs, des stratégies. Donc on va sortir une infographie qui détaille un petit peu tout ça, mais je vous invite surtout à regarder et à étudier un peu les chiffres qui sont produits par l'ORGS, donc l'Observatoire régional de ces énergies-là, pour être sûr que nous, on ne dise pas de bêtises, mais je vois qu'il y a une intervention, donc c'est peut-être par rapport à ça. Du Oui, coup, si vous voulez, Joël, oui, si vous voulez prendre la parole, Monsieur Auboin, vous pouvez normalement activer votre micro. Je vous l'active si vous pouvez l'activer normalement. Bon, en attendant que Monsieur Auboin, si vous voulez prendre la parole, en attendant que vous activiez le micro, il y avait une autre question sur y a-t-il des suivis sur l'impact des choix et pratiques, notamment pour limiter les impacts sur la biodiversité autour de clôtures ouvertes, bridage des éoliennes? Est-ce qu'il y a des suivis à ce jour, Monique? Oui, alors sur le bridage des éoliennes, c'est effectivement une mesure de réduction qui semble assez efficace pour les chauves-souris, donc d'arrêter les éoliennes pour certaines vitesses de vent, certaines températures extérieures et à certaines périodes de l'année pour limiter les collisions. Deux tiers en gros de notre parc régional éolien est bridé à l'heure actuelle. Euh, on n'a pas encore suffisamment de chiffres consolidés sur l'efficacité des bridages, mais on constate quand même que l'année qui suit le bridage ou les années qui suivent le bridage, la mortalité sur les chauves-souris baisse assez significativement. Et donc, on a dans l'idée d'utiliser toutes les données qu'on a à l'heure actuelle pour consolider ça avec une étude un peu plus statistique dans les prochains mois. Voilà, avec peut-être un stagiaire ou un service civique. On ne peut pas en dire plus pour l'instant, c'est juste du ressenti ou du constat parc par parc, mais on voudrait justement que ce soit un peu plus solide avec à l'échelle de la région, avec des études plus sur la base de statistiques. Pour ce qui est Merci.
des clôtures, oui, la perméabilité des clôtures, ça, en tout cas, ça permet dans les parcs photovoltaïques de maintenir les corridors pour la petite et la moyenne faune. Euh, c'est pas forcément les impacts les plus notables qu'on a constatés nous des parcs photovoltaïques en région. Mais voilà, en tout cas, c'est des mesures de réduction qui sont classiquement proposées et mises en œuvre sur les parcs. Je... Merci beaucoup, Yvonique. Monsieur Houboin, je crois que vous avez du coup récupéré votre micro. Vous pouvez prendre Oui, la parole si vous voilà. voulez. J'avais juste une question concernant les cigognes noires et les sites de gagnage ou de manger qui sont assez, qui peuvent être à plus de 10 km de leur nid. Est-ce que ça a des conséquences? Et d'autre part, juste une remarque aussi sur le sujet que la méthanisation et l'agriculture intensive liée à la méthanisation a des conséquences sur les espèces au sol, notamment plus au sol. Alors, je suis désolé, j'ai pas bien compris la question sur le cigogne noir parce que le micro, ça grésille pas mal. Donc, est-ce que vous pouvez reformuler votre question sur la cigogne noire, s'il vous plaît? Merci. Oui. C'est une question. Est-ce que les lieux de gagnage ou de systèmes aménagés peuvent avoir considéré comme des zones de protection pour les cigognes noires? Alors, les lieux d'alimentation, hein, c'est ça? Oui. En fait, dans, dans la question, enfin, dans la prise en compte de la cigogne noire, notamment pour l'éolien, euh, on tient effectivement pas que uniquement compte de la présence du nid. On part du principe que c'est une espèce à grand rayon d'action et que donc tous les secteurs humides ou aquatiques qui lui servent de zone d'alimentation sont des secteurs sensibles pour l'espèce. Et c'est pour ça que le juge administratif a pris un rayon un peu arbitraire de 10 km pour refuser ou annuler tous les projets de parcs éoliens à l'heure actuelle euh, autour des nids connus et actuellement occupés. Donc, ça prend en compte, on part du principe que un rayon de 10 km, ça prend en compte quand même la majorité de la zone d'alimentation des cigognes euh, autour du nid. Évidemment, elle peut aller plus loin, mais elle a tout intérêt, si les milieux sont favorables, à aller plus près. Et donc, du coup, cette jurisprudence tient compte des zones d'alimentation, effectivement. Est-ce que j'ai manqué d'autres questions? Mais il y avait la question de la méthanisation, du coup, mais là, je suis pas compétent. Ah oui, c'était à savoir si, s'il y avait des impacts sur les espèces nichant au sol sur la méthanisation. Eh bien, là-dessus, je sais qu'il y a un rapport qui, je pense, doit être sur Internet, de l'Office français de la biodiversité sur les impacts de la méthanisation en France et qui avait été présenté lors de l'inauguration de l'Observatoire sur les énergies renouvelables et la biodiversité. Il doit y avoir de la donnée dessus et du coup, on doit pouvoir la trouver. Si on s'intéresse en effet à cette énergie-là, on doit pouvoir la trouver sur Internet. Je vais regarder en parallèle, mais normalement, je pense qu'elle doit être publique. Et est-ce Mélanie que... vient de le publier dans le... Ah bah super. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, une autre question. Est-ce que énergie renouvelable sur surface urbanisée ou artificialisée dépend du type de NR, du type de choix technique sur le projet, du système d'ancrage des photovoltaïques? Ah, est-ce que le fait de considérer que les ENR sont des surfaces dites urbanisées ou artificialisées dépend du type d'ENR, ou bien du type de choix technique sur le projet, ou bien du système d'ancrage? D'accord, donc ça c'est par rapport, Yvonique, à la question à savoir est-ce que des surfaces euh, en,
en PV, en panneaux photovoltaïques, sont considérés alors comme artificialisés ou pas? Oui. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est des milieux naturels dégradés, ces secteurs-là. Par contre, effectivement, si on se place sous l'aspect réglementaire sur les zones humides, et donc notamment la loi sur l'eau et le déclenchement ou pas d'un dossier loi sur l'eau, d'une compensation au titre des zones humides, en fait, la politique des directions départementales des territoires, des DDT, est variable d'un département à l'autre. Certaines DDT considèrent que c'est l'ensemble des surfaces avec ombrage qui sont considérées comme artificialisées et qui sont donc comptabilisées dans la surface de zone humide dégradée qui déclencherait un dossier loi sur l'eau. Pour certaines autres, c'est uniquement les surfaces soustraites au milieu naturel au sens strict, donc l'ancrage, les bâtiments annexes, les accès, les voiries, les choses comme ça. Donc ça, en fait, malheureusement, il y a pas de réponse ni régionale ni nationale sur le sujet. Il faut systématiquement, en phase amont des projets, se rapprocher des DDT pour savoir quelle est la politique en la matière pour anticiper la question, quoi. Merci. Donc oui, un rappel de regarder encore le rapport du Césaire. Et, et une question beaucoup plus... Ah, une question, oui. Prise de micro, Madame Tremblay? Pardon, Ah, excusez-moi, j'ai toussé. Je pense que ça a activé mon micro. Désolée. ah, pardon. D'accord. Et après, il y avait juste une question beaucoup plus qui ouvre à un débat beaucoup plus large auquel je ne pense pas qu'on puisse répondre aujourd'hui, c'est-à-dire la perte de biodiversité due aux énergies renouvelables est-elle justifiée? J'imagine que la suite de la question, c'est par rapport à cette nécessité d'aller vers une décarbonation ou des énergies sources de GES. Je pense que c'est ça derrière. Mais ça ouvre un débat beaucoup plus vaste pour lequel on a besoin de beaucoup plus de données, d'experts autour de la table aussi, pour faire valoir des avis scientifiques et sourcés, au-delà de ce qu'on a pu déjà vous fournir aujourd'hui. Et un partage aussi de ressources sur la charte des bonnes pratiques du photovoltaïque au sol, fournie par Énergie Partagée, en lien. Merci, Anne-Fleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture là le webinaire avec juste 9 petites minutes d'avance. Si vous avez, si vous n'êtes pas frustré de le finir sur une dernière question qui vous viendrait à l'esprit mais que vous n'avez pas encore posée, je brode pour vous laisser le temps, mais je crois que on peut clôturer là le webinaire. Si Yvonique, tu en es d'accord, si tu as d'autres choses à Oui, ajouter ou si c'est bon pour toi. non, c'est bon. Ouais. Parfait, très bien. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie à toutes et tous de votre participation, de vos questions. Je vous rappelle donc que ce sera mis en ligne courant novembre avec tous les liens et ressources que vous avez pu mettre dans le chat et rappeler dans le chat au fur et à mesure de la conversation. Et pour ceux donc qui souhaitent encore s'inscrire au séminaire du 3 novembre, vous avez dû avoir le mail dans vos boîtes pour ce faire. La dernière journée d'inscription étant aujourd'hui. Merci. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Bonne journée. Bonne journée à Merci, bonne tous. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.